télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci pour la fidélité, bienvenue à votre édition du Grand Soir sur Info Télévision. Je vous ai dit, nous serons ensemble aujourd'hui et je compte bien sûr vous apporter du mien comme cela a été dit depuis vendredi dernier. Et nous sommes dans la démesure de la poursuite d'une enquête pour voir clair sur une situation qui défait la chronique depuis pratiquement une semaine aujourd'hui au Cameroun. Vous l'aurez imaginé, je parle de l'affaire Aïssi Hilaire, de regretter mémoire qui nous a quittés il y a encore quelques jours. Et nous allons parler de cette affaire une fois de plus, mesdames et messieurs, dans le cadre de votre émission de ce soir. Pour ce soir également, nous nous sommes rendus compte, vous avec moi, que Yaoundé également devient pratiquement impraticable. Ce n'est pas une redondance, mais c'est comme ça que ça doit se dire, parce qu'une fois vous quittez d'un quartier pour un autre, ça devient un véritable parcours du combattant que d'embouteillage. Ça, c'est la deuxième thématique de votre émission de ce soir et vous l'aurez compris. Quand je l'ai dit, c'est pour moi le temps d'accueillir ceux qui sont avec moi sur ce plateau. Je vais commencer par ma gauche. Lui, il est directeur de publication. Le journal, c'est Leader Presse, qui a célébré déjà son anniversaire d'un an d'existence il y a quelques mois seulement. Et aujourd'hui, il a dit être de nôtres pour apporter du sien dans l'analyse et la réflexion de la situation notamment de l'hôpital central de Yaoundé. Je parle ainsi pour introduire Ambroise Médard Manga. Monsieur le directeur de publication, bonsoir. Bonsoir Jean-Bruno, bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont connectés pour suivre la bonne information qui sera donnée sur ce plateau au regard de tout ce qui s'est dit tout autour de cette affaire que nous évoquons ce soir. Bien, cette affaire qui se dit tout autour, au-delà de ce que nous avons dit dans les jours passés, et nous sommes aujourd'hui avec un représentant attitré de la famille endeuillée. Mesdames et messieurs, je m'en vais introduire Innocent Ndongo. C'est le père biologique, bien sûr, du très cher et regretté mémoire Aïssi Hilaire. Monsieur, bonsoir. Bonsoir Bruno, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci. Voilà, nous sommes ensemble et pour le faire, nous avons également une autre personne. C'est une dame. D'ailleurs, son nom en dit davantage, ou mieux son prénom, parce que c'est un ange. Ange Sarah Ndiemi, elle est conseillère culturelle auprès du président national du PCRN. Pour le rappeler, elle vient de soutenir son Master 2 en sciences politiques à l'université de Yaoundé 2e. Ange Sarah, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Bruno et Fangono. Ouais. C'est un plaisir pour moi d'être reçu pour la seconde fois dans vos locaux. Et je tenais à m'incliner devant la mémoire du regretté compatriote Aïssi, pour qui nous éprouvons beaucoup de peine et nous transmettons notre compassion à sa famille. Merci d'être parmi nous ce soir. Voilà, mesdames et messieurs, en attendant le quatrième invité, nous pouvons dire déjà comme les politiciens que le quorum est atteint. Et cela étant, nous allons tout de suite commencer par l'actualité. Médard Manga, celle qui aujourd'hui nous amène à parler, c'est celle notamment du retour, relative au retour du ministre des Finances, Oberkai Lupon-Montagé, après quelques semaines passées à l'étranger et désormais à la maison. Oui, il est à la maison et il a participé à la conférence au forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad qui se tient au palais des congrès de Yaoundé. Et lorsqu'il est arrivé, selon les reporters que j'ai déployés sur le terrain, les caméras se sont tous déportées sur le ministre des Finances pour, vous l'aurez dans les télévisions aujourd'hui, l'image, pour vous dire que le ministre des Finances est bel et bien de retour au Cameroun. Et l'hebdomadaire La Météo, le bi-hebdomadaire La Météo l'annonçait déjà, tout comme d'autres presses, au regard des informations que leur rédaction ont eues, et le ministre Motazé. Donc là, ça veut dire que on avait, nous, journalistes, on avait peur de rester
dans un pays sans ministre des Finances au regard des lourdes missions qui l'incombent. Donc je voulais, la dernière fois je demandais que le président m'appelle parce que c'était l'un des conseils que je voulais lui prodiguer, disant qu'un pays ne peut pas rester une semaine sans ministre des Finances au regard de... C'est pour dire que vous êtes de ceux-là qui ont dit que le ministre avait emprunté l'avion pour une fois partir définitivement? Non, ce n'était pas là. Moi, j'étais au fait de l'actualité, j'étais au fait de ce qui lui est arrivé. Et puis, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas dire. Vous savez, aujourd'hui, les Camerounais ne veulent plus s'informer. Les Camerounais, c'est la rue. Les Camerounais, c'est des histoires qu'on appelle novellas. Les Camerounais, c'est autre chose. Les Camerounais ne savent plus s'en tenir à l'essentiel. C'est ce qui est déplorable aujourd'hui. Lorsque on a suivi des choses autour du sujet Motazeux, du cas Motazeux. Bon, il est bien en forme. Donc, on même dit que en prenant l'avion médicalisé, c'est le chef de l'État qui lui a permis. Il n'était plus en mauvais état. Pourtant, moi, j'étais au Curie, j'étais dans les environs au Curie, où son état était critique. Mais je pense pas que un ministre puisse aussi simuler une grave maladie. Il doit être retenu parce qu'effectivement, il était bien malade et l'annonce qui nous avait parvenue, ça, il faut l'avouer, donnait quand même des frayeurs parce que le cas était grave et il fallait justement une évacuation sanitaire. Et c'est ce qui a été fait. Pour l'instant, le ministre des Finances est bel et bien au Cameroun et très bien portant. Nous allons maintenant mettre le pied dans le plat, chers téléspectateurs, parce que le premier sujet de ce soir tourne autour de l'hôpital central de Yaoundé. Il nous est arrivé de comprendre que de ce côté, un patient était allé pour se faire soigner et quelques instants plus tard, celui-ci est rentré à la maison avec, pour ce qui est des premières informations, quelques-unes de ses parties qui étaient portées disparues. Je ne voudrais pas les citer ici parce qu'on ne m'a pas dit exactement de quelle partie il s'agit. Mais avant de prendre justement ce sujet, une brève transition pour compléter le tableau. Compléter le tableau, c'est pour parler du plateau et je l'ai dit pour introduire à l'instant même Jean-Baptiste Anvouna Temengue. Il est le communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. J'aurais dû dire, monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir et merci de m'accueillir ici. Je salue vos téléspectateurs aussi. Alors, je l'ai dit, nous sommes déjà dans le sujet premier de notre émission de ce soir. Ambroise Médard Manga, l'affaire Aïssi Hilaire se poursuit. Oui, l'affaire se poursuit et il connaîtra une issue favorable vendredi prochain, selon la décision prise par le procureur pour procéder à l'autopsie. L'autopsie qui a pour une première fois avorté vendredi dernier. Les membres de la famille ont répondu aux abonnés absents et c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui on continue à tergiverser sur les réels motifs, c'est-à-dire les faits qui ont entraîné Aïssi Hilaire à la mort. En tant que patriarche, je vais adresser des condoléances à la famille parce qu'on parle de mort d'homme. Mais tout ce qui se dit tout autour, c'est l'effet boomerang camerounais qu'on connaît aujourd'hui. Les faits sont tout autres. Et je vais le démontrer sur ce plateau. Merci. Avant que de les démontrer, nous voulons peut-être vous passer la parole dans ce sens-là. Innocent Joe Ndongo. Voici, nous compatissons avec vous, mais l'affaire d'Hilaire Aïssi, en quelques minutes. Oui, en effet, l'affaire d'Hilaire Aïssi Mengue démarre le 10 septembre, lorsqu'il reçoit un coup de poignard au dos côté gauche
au marché d'Etoudi. On le transporte directement à l'hôpital central. Là, on retrouve le docteur Noah qui l'accueille aux urgences de l'hôpital central. Sitôt arrivé, le docteur a prescrit 3 examens. La radio, l'examen de sang, l'échographie. Ce qui a été fait, le docteur a reçu les résultats là où il s'est rapproché de la mère de l'enfant, a traduit les résultats en disant « Votre enfant a trop de chance. Le couteau n'a rien touché dans son ventre. Donc il a encore beaucoup de chances de vivre. Tout ce qui reste à faire là, c'est qu'on va traiter la plaie du couteau. » Il était accompagné de l'infirmière Kouabiloa Hortense Clarisse. C'est celle-là, l'infirmière-là, que le docteur demande qu'il fasse des soins à l'enfant. Et c'est cette dame qui fait des soins à l'enfant. Quand elle finit de faire des soins à l'enfant, elle réclame 19 000 francs. Les 19 000 francs qu'on lui a payés à main propre. Elle a perçu 19 000 francs. Et le docteur a demandé que l'enfant reste 2 jours d'observation à l'hôpital. Le docteur est parti. Après, la dame Biloa revient vers la mère de l'enfant et dit, comme vous voyez là, il y aura 2 jours d'hospitalisation. Il faut préparer 20 000 francs. La dame lui dit, je n'ai pas 20 000 francs tout de suite. J'ai ici 15 000 francs sur moi, puisque les 2 grandes sœurs du défunt étaient déjà là. J'ai 15 000 francs sur moi. Elle dit, il faut chercher à compléter cet argent à 20 000 francs. Nous sommes déjà dans la soirée lorsque les 2 filles rentrent au quartier pour venir chercher les 5 000 francs qui manquaient. La dame reste avec la mère de l'enfant, lui dit, malgré tout ça, moi je vois que tu n'as pas assez de moyens pour garder cet enfant à l'hôpital. Comme ça en est ainsi, moi je vais t'aider. Je vais te faire sortir de l'hôpital et je viendrai faire des pansements à l'enfant à la maison. Assurez-vous seulement que vous trouvez l'argent pour s'occuper de moi et les produits qu'il faut. Madame lui dit, mais le docteur a demandé que je passe 2 jours ici. Même quand vous décidez que vous allez m'aider, les 2 jours que le docteur a demandé, on fera comment? Il dit, non, puisqu'on n'a rien vu sur l'examen. Donc ton enfant ne court pas de risque. Ce n'est que la blessure et je viendrai soigner cette blessure à la maison. Là, la dame passe nuit avec l'enfant à l'hôpital. Nous sommes à la date du 11 septembre. Lorsque cette dame revient le matin, elle lui dit, arrange tes choses, je te mets dans le taxi, tu rentres, je viendrai travailler l'enfant à la maison. Et là, elle prend le téléphone, elle appelle la fille aînée de cette dame. Est-ce que vous avez déjà complété l'argent à 20 000 francs? L'enfant dit non, on n'a pas encore 20 000 francs, on a encore les 15 000 francs qu'on avait hier soir. C'est maintenant qu'on veut sortir pour chercher l'argent. Elle dit, envoyez-moi les 15 000 dans mon téléphone. On envoie l'argent dans son téléphone. Et c'est elle qui prend une chaise roulante, elle met l'enfant, elle sort avec l'enfant de l'hôpital et la mère. Avant de sortir, la mère lui dit, et le dossier médical, remettez-moi quand je vais revenir voir le docteur, je devais lui montrer quoi. C'est là où madame quoi déclare que le dossier médical est perdu. C'est comme ça que la scène se déroule. Elle accompagne la mère et l'enfant en route et c'est elle qui sort 1000 francs pour donner à la mère de payer le taxi. La dame rentre avec son enfant à la maison. Premier jour. Deuxième jour, elle se rend encore à l'hôpital parce qu'il était question qu'elle devait retirer l'examen de sang qu'elle n'avait pas eu. Elle retire l'examen, elle va vers le docteur Noir. Présente l'examen. Le docteur Noir voit l'examen et demande où est même le patient. Elle dit, mais votre infirmière que vous m'avez confié m'a demandé de rentrer avec l'enfant à la maison. Le docteur Noir dit, allez me ramener cet enfant tout de suite. La femme rentre et récupère l'enfant et ramène l'enfant à l'hôpital. L'enfant marchait avec ses 2 pieds. On ne le soutenait même pas. L'enfant arrive à l'hôpital. On l'installe encore sur le lit d'hôpital. Le docteur Noir le consulte, on l'installe sur le lit d'hôpital. Le lendemain, nous sommes à la date du, je crois le 13, que l'enfant rentre à l'hôpital. Nous sommes à la date du 13. Il passe nuit, nous sommes au 14. Le docteur Noir décide qu'il va opérer l'enfant. Il dit à la mère de l'enfant, il paraît que lorsqu'on l'a poignardé, quelques gouttes de sang se sont infiltrées dans son ventre. Il faut qu'on nettoie ce sang.
La femme dit, pas de problème. Docteur Noir, c'est pas lui qui opère l'enfant. Le premier jour, c'est docteur Akaba qui opère l'enfant. Première opération, le 14. C'est docteur Akaba qui opère l'enfant. À la sortie du bloc, docteur Akaba se reproche de la famille, réassure la famille que votre enfant ne court aucun risque. J'ai bien nettoyé les gouttes de sang qui étaient dans son ventre. À l'heure actuelle, il se porte très bien. Tout ce qu'il vous faut payer, les produits qu'il veut prescrire pour soigner ses plaies. La dame, l'infirmière qui était avec docteur Akaba au bloc, elle vient encore donner les mêmes déclarations puisque c'est elle qui a anesthésié l'enfant. Elle dit, le travail a été bien fait, il n'y a plus de problème. Payez les médicaments et on soigne l'enfant. Les plaies, et vous rentrez avec votre enfant. Voilà l'enfant qui passe nuit, nous sommes au 15. L'enfant passe nuit, nous sommes au 16. L'enfant n'a aucun problème, il pisse bien, il fait les selles bien, il n'a aucun problème. Le 16, dans la matinée, c'est toujours docteur Noir qui faisait ces rondes-là. Il causait avec cet enfant chaque jour, chaque matin. Bonjour monsieur ici, bonjour, ça va très bien mon docteur. Le 16, docteur Noir envoie une autre infirmière de venir prélever le sang à l'enfant. Quand l'infirmière arrive, elle prélève le sang, la mère lui dit, vous faites quoi encore avec le sang? On a fait un examen de sang ici, vous prélevez encore le sang pour faire quoi? Elle n'a pas eu de réponse. L'infirmière est partie. Dans la soirée, le docteur Noir est arrivé, il dit à la dame, je vais encore repérer votre enfant. Nous sommes là au 16. La dame lui demande pourquoi il y a encore quel problème. Cet enfant va bien depuis qu'il est sorti au bloc. Il ne dérange pas, il n'y a rien. On attend seulement que ses plaies guérissent et on rentre à la maison. Vous voulez encore l'opérer pour quelle raison? Cette opération consiste à quoi? Le docteur Noir lui répondit, cet enfant, la première opération n'a pas réussi. Il faut le réopérer. La femme dit, bon, quand vous décidez donc que vous allez le repérer, ça va réopérer l'enfant, ça va se passer comment? Docteur Noir lui dit, moi je n'ai plus d'argent madame, ça va se passer comment mon docteur? Docteur Noir lui dit, je vais l'opérer pour rien. Je ne vous demande pas de l'argent. Prouvez seulement les frais des produits qu'il va utiliser dans le bloc. Et ce jour, la dame prend une somme de 19 000 francs, remet au docteur Noir à main propre. Docteur Noir est parti. Le 17, toute la journée, toute la soirée, on ne voit rien. La femme est là, elle ne voit rien. Dit, ah, peut-être le docteur a décidé de ne plus opérer l'enfant. Mais c'est à 2 heures du matin qu'on vient chercher l'enfant pour l'amener au bloc. 2 heures du matin. Et l'opération dure de 2 heures du matin à 8 heures du matin. C'est pas quel genre d'opération tu faisais à cet enfant là-bas. Et quand bien l'enfant sort du bloc, le 18 à 8 heures, on a gardé cet enfant du 18 jusqu'au lendemain sans l'administrer aucun soin, ni comprimé, ni injection. Et quand l'enfant sort du bloc, étant déjà bandé de la poitrine jusqu'aux cuisses. En allant au bloc, l'enfant avait 2 petites bandes sur lui. Là, on l'avait poignardé, et une petite bande là où le docteur Akaba l'avait opéré. Ce n'est que ça qu'il avait sur lui. À la sortie du bloc, il sort bandé de la poitrine jusqu'aux cuisses. Et on le laisse toute la journée sans l'administrer un autre soin, jusqu'au dimanche matin, le 19. Le 19, au dimanche matin, la petite soeur de sa maman se rend à l'hôpital. La tante de l'enfant. Il trouve l'enfant dans cet état. Il va vers le docteur Noir. Il lui demande, mais qu'est-ce que cela veut dire? Moi, j'ai passé une nuit ici avant-hier. Cet enfant n'avait pas ces blessures que je vois au niveau des cuisses. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi l'enfant ne parle plus? Puisque quand l'enfant est sorti du bloc jusqu'au moment où il décède, il ne parlait plus. Mais il était vivant. Puisqu'il bougeait. Il bougeait la tête. Il veut bouger ses pieds. Et le docteur l'avait attaché comme ça. Sur le lit. C'est là sur les photos. Il était attaché. Il bougeait rien que la tête. Il bougeait la tête.
Il montrait les dents, il bougeait la tête, ne parlait plus jusqu'au moment qu'il meurt. La dame, la tante de l'enfant lui demande, mais docteur Noir, qu'est-ce qui ne va pas? Et depuis que vous êtes sorti avec l'enfant du blond, on dit que vous ne lui avez rien donné. Ça se passe comment? Vous ne voyez même pas que cet enfant, le sang finit sur lui, et cet enfant saignait énormément. Si on avait gardé ses draps, il y avait les boules de sang sur le drap, là où l'enfant était couché. Docteur nous a trimballé la tante de l'enfant au moins pendant 1h30 à l'hôpital. Il monte, l'enfant est derrière lui. Docteur fait quelque chose pour cet enfant. C'est après qu'il dit, bon, allez chercher une poche de sang. On va placer une poche de sang. Avant que la femme ne parte, il dit à la femme, comme vous voyez là, l'enfant là même va mourir. La dame lui demande, il va mourir comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, nous sommes là seulement pour l'accompagner. C'était le mot qui était sorti de la bouche du docteur Noir, devant la tante de l'enfant. La femme court vers la banque de sang, pendant qu'on avait déjà payé 2 poches de sang et on a donné 5 donneurs. 5 donneurs, j'ai les reçus là tout de suite. 5 donneurs. Et on a payé 2 poches de sang. On avait déjà utilisé une poche de sang à la première opération. La deuxième poche, quand la femme va là-bas, qu'on lui remet la deuxième poche, on dit, on ne peut pas vous donner une poche de sang ici, madame. Allez vers le superviseur ici et on vous donne une poche de sang. La dame court encore vers le superviseur dit, madame, je ne signe pas. Mais monsieur, on a quand même payé et on a donné les donneurs. Pourquoi vous ne signez pas? Il dit, madame, ici. La dame lui dit, pitié, mon enfant est en train de mourir. Le superviseur a dit, madame, ici, il n'y a pas de pitié. C'était sa réponse. Quand la femme rentre maintenant, il trouve le docteur Noir en train de bander encore l'autre cuisse, là où les plaies se voyaient un peu. Puisque l'enfant meurt entre les mains du docteur Noir, en train de bander la cuisse. C'est là où l'enfant meurt. Quand l'enfant meurt, le docteur Noir est parti, on ne l'a plus revu. Et quand on m'appelle que l'enfant est déjà décédé, venez, j'arrive, comme j'étais un peu plus loin, je suis arrivé et ils avaient réamené le corps à la mort. J'ai trouvé le corps posé sur le brancard à la mort. Bandé. Je regarde, je ne comprends rien. Mais là, j'allais poser la question à qui? Docteur Noir n'est pas là, personne n'est là, l'infirmière à Kaba n'est pas là. Je vais poser la question à qui? Je ne vois que les mortiers devant moi. J'étais obligé de mettre le corps à la mort. J'ai mis le corps à la mort. Je suis parti. L'enfant décède dimanche le 19. Lundi le 20, la famille adresse une requête pour explication au directeur de l'hôpital. Et on a déposé. Cette requête, le directeur de l'hôpital n'a jamais répondu jusqu'à aujourd'hui. Elle est là, vous pouvez la lire. Elle a été acceptée par, ça a été déposé puisqu'ils ont, voici l'accusé de réception avec le cachet de l'hôpital. Il n'a jamais répondu à cette requête jusqu'à nos jours. Vendredi qu'il devait lever le corps, je suis parti, j'arrive à la mort, je trouve qu'ils avaient rien, ils m'ont dit, on a habillé le corps depuis hier. Est-ce qu'on a habillé le corps avant la famille? On arrive, je leur demande comment on peut habiller le corps avant la famille. Nous voulons voir ce corps, déshabiller ce corps, on veut voir le corps. Les morguiers m'ont dit, ils ne peuvent pas déshabiller. Ce sont mes enfants qui ont pris la décision de déshabiller leur petit frère. Ils ont déshabillé le corps, on a vu. C'est là on se rend compte que l'enfant a été taillé, comme vous voyez sur les photos. Taillé de ce côté, taillé de ce côté, taillé par le dos. Un gros trou ici à la poitrine. Là on a mis les compresses, on a bandé. Il y a un autre gros trou ici, une fente ici, comme vous pouvez voir sur les photos. Et il y avait le corps porté des couches. C'est là où je n'ai rien compris. Alors, je demande aux enfants de filmer. Les morguiers disent, on ne peut jamais filmer le corps là-bas à la mort. Si vous voulez filmer, levez votre corps, amenez chez vous à la maison, filmez là-bas. Je leur dis, bon, comme vous m'empêchez de filmer, je suis obligé de lever maintenant le corps. Je ne voulais pas lever ce corps, mais je lève le corps.
Je lève le corps, je sors hors de la barrière de la mort, j'installe le corps. On déshabille le corps, on filme le corps. On a bien filmé, j'ai fait appel à un huissier de justice qui est descendu sur les lieux, il a constaté. Après le constat d'huissier, je dis aux enfants, bon, prenez le corps, on remet à la mort. Les morgues ont fermé leur portail, bam, que vous n'entrez plus ici avec ce corps. C'est eux qui me poussent à porter le corps et à aller déposer devant la porte du directeur de l'hôpital. J'ai déposé le corps, j'ai demandé, la famille demandait tout juste des explications. Tout ce qu'ils racontent dans les médias, on a brutalisé le corps médical, on n'a touché ni à un médecin, ni à quiconque que ce soit, ni aux installations de l'hôpital central. On n'a rien touché là-bas. On était là devant le bureau du directeur, on attendait les explications. D'accord. Lui, au lieu de recevoir la famille et donner des explications, il a préféré appeler les camions de police. Il y a eu, c'était 5 camions de police qui sont atterrés avec des armes. On leur a demandé, mais venez au moins vous-même voir ce qui se passe. Il faut d'abord connaître le problème. Dès que chaque policier qui est arrivé regarde le corps, il tournait son dos. Le commissaire central même est arrivé sur les lieux. C'est peut-être lui qui a appelé le procureur de la République. Le procureur est descendu sur les lieux. Eux tous, ils ont vu le corps. C'est là où le procureur décide qu'on mette encore le corps à la mort. Et que nous, on aille au commissariat central commencer des enquêtes. C'est comme ça la scène. Voilà. Tout est dit, tout est raconté, reste maintenant à vérifier. Et pour commencer la vérification, je passe la parole à Jean-Baptiste Amvuna Temengue pour ce qui a été dit, raconté par le père du défunt. Quelle première lecture sur l'affaire? Vous ne me passez pas la parole pour vérifier. C'est une douloureuse histoire qui met en relief un certain nombre de dysfonctionnements. Déjà au niveau de la communication, je crois que le service public doit communiquer avec ses usagers qui ont des droits, notamment au niveau des établissements sanitaires. Il faudrait améliorer cette communication. C'est d'autant plus que l'acte médical normalement se fait après accord. Lorsque le patient est capable de donner cet accord, ou alors lorsqu'il est mineur après accord des parents, sauf dans des cas d'urgence et de nécessité de sauver des vies. Là, il n'y a pas besoin de ces accords, mais en tout état de cause, il y a un dysfonctionnement au niveau de la communication. La famille demandait des explications, je pense qu'elle y avait droit du début à la fin. Malheureusement, les enquêtes, parce que nous ne sommes pas des experts, je ne suis pas médecin, donc je crois que de part et d'autre, au niveau de l'État, au niveau de l'Ordre national des médecins, je crois qu'il y a à approfondir pour connaître la vérité. La justice étant saisie, c'est qu'il y a une bonne chose, la justice aussi va se mettre en branle, et je pense que s'il y a des coupables, ils méritent des sanctions appropriées. Bon, on ne peut pas contredire, en tout cas remettre en cause le vécu de la famille qui est si durement éprouvé. En tout cas, je pense que ces dysfonctionnements, a priori, tel que l'histoire est racontée, ces dysfonctionnements, les responsables devraient en tirer des leçons pour que on les minimise dans nos... Ce n'est pas le seul cas. Je pense que tous nos services publics, et notamment au niveau des hôpitaux, on connaît régulièrement ces dysfonctionnements. Donc il faut tout faire pour que ça ne se reproduise pas très souvent. Oui, Ange Sarah, il s'agit pour Jean-Baptiste qu'un problème de dysfonctionnement dans la communication. Mais là, nous avons quand même les faits. Le père d'Aïchi a pris le temps pour nous dire comment ça s'est passé, avec des blessures certainement déjà ajoutées, des plaies, et tout ça. Qu'est-ce qu'on doit dire en attendant, bien naturellement, à l'issue de l'enquête ouverte à ce propos? Déjà, avant de revenir sur le vif du sujet, je voudrais d'abord remercier même votre travail que vous abattez, parce que c'est un sujet dangereux, c'est une actualité macabre même,
Et le fait que vous mettez ça sur la table sort du fait que, en fait, c'est un débat qu'on a l'habitude d'entendre seulement du côté des victimes ou alors même entre deux cocktails dans les bars. Donc je suis particulièrement, je ne veux pas dire fière, mais c'est bien de mettre ça sur la table pour que les institutions se saisissent de ce dossier. Maintenant, une fois que c'est dit, on va constater que la peine que vient de relater le père du défunt est partagée. Et lorsqu'on parle de problème de communication, oui, effectivement, il y a eu un problème de communication, mais aussi de suivi. Et là, c'est donc le lieu d'interpeller une fois de plus l'absence des pouvoirs publics. Puisque lorsqu'on écoute le processus qui a été enclenché depuis le 10 septembre, on constate qu'il y a eu négligence du patient du côté des services publics de l'hôpital central. Or, le fait qu'on en débatte aujourd'hui, j'espère que le gouvernement prête une oreille attentive pour remédier à ce problème-là. Nous avons même au sein du PCRN un camarade, notre camarade dont le fils aujourd'hui est entré pour une opération anodine et est ressorti, tenez-vous bien, sans ses testicules. Donc, ah bon? Oui. Où? À l'hôpital central de Yaoundé. Quand? Donc c'est aujourd'hui. Donc c'est un problème récurrent. Ange Sarah, oui. Vous êtes sûr de ce que vous dites? C'est de sources fiables. Je répète, notre camarade a un fils qui est ressorti sans ses testicules. Alors qu'il parlait 4 octobre 2021. Exactement. D'accord. Donc c'est un problème qu'il faut prendre à qui, c'est un problème sérieux. Lorsqu'on regarde le plan stratégique sur la santé qui a été ouvert en 2016 et qui doit couvrir la période 2016 et 2027, on se rend compte que le budget annuel est estimé à 487 milliards. Mais lorsqu'on compare avec le budget annuel alloué au ministère de la Santé, on va se rendre compte que c'est sensiblement 190 milliards. C'est pour dire qu'il y a des fonds, normalement, qui sont là pour remédier à ce genre de problème. Oui. Il y a eu à un moment donné où le patient n'a pas été pris en soin après les opérations. On se demande où vont ces fonds finalement, alors que il y a tout un plan, il y a toute une stratégie qui est mise en place pour pouvoir accompagner ces patients-là. Il faut, à un moment donné, que l'État cesse d'abandonner ces populations et qu'il les protège plutôt. Il y a tous les moyens, enfin, il y a les ressources disponibles pour ce faire, mais ce n'est pas suivi et nous déplorons cela. Merci déjà pour votre premier jet. C'est vrai que vous avez, il y a quelques instants, dit... vous avez donné une information qui choque. Et si celle-ci est vérifiée, ça voudrait dire que l'affaire du trafic d'organes à l'hôpital central de Yaoundé est à vérifier avec acuité. Ambroise Médard Manga, voilà la situation de Haïti. On dit l'autopsie renvoyée. Le père a eu le temps de vous relater minute après minute, jour après jour, ce qui s'est passé. Vous avez vérifié cette information et aujourd'hui les Camerounais restent toujours dans la soif de voir finalement la vérité derrière cette affaire. Ce que j'ai suivi ici est truffé d'incohérence. Le père raconte ce qu'on lui a raconté. Le géniteur raconte ce qu'on lui a raconté. Et c'est ça qu'il vient avec sur un plateau de télévision. Les transactions d'argent par téléphone, il faudrait déjà vous poser la question pourquoi lorsque vous êtes dans un centre hospitalier. D'autres incohérences que je viens de suivre de la part du géniteur, quoique éprouvé, c'est que il y avait 15 000 francs. Et on est parti avec les 15, on est rentré avec les 15 000 francs à la maison. Alors que lorsque vous êtes dans une situation d'urgence, vous donnez ce que vous avez et puis vous venez compléter. Je ne sais pas si les gens réfléchissent ou bien ils prennent des autres comme des va-pieds nus, des gens qui ne comprennent pas le bon sens. Et ça, ici, le bon sens a foutu le camp.
parce que je parle avec des preuves. Lorsque vous allez à l'hôpital, on vous demande 20 000. Vous avez 15 000. Vous les donnez d'abord. Et maintenant, d'où vient-il que vous rentrez d'abord avec les 15 000 pour aller les déposer au téléphone? D'après mes investigations, il y a eu transaction d'argent par Orange Money. D'après les investigations. Et ce n'était pas 15 000. C'était une somme de 12 000. 12. Et je suis très content de comprendre de la bouche du géniteur qui, peut-être par rapport au choc, perd le nord. Ça alors. C'est l'infirmière qui paye le transport pour que la maman et son fils rentrent à la maison. Il a dit sur ce plateau. Il a dit ça. Alors, d'où vient-il que problème d'argent monté, problème d'argent descendu? Il faut être honnête. Et comme l'honnêteté a foutu le camp au Cameroun, des gens sont devenus, je voudrais dire, sadiques. C'est-à-dire quand vous n'êtes plus loyal, quand vous n'êtes plus véridique, vous devenez sadique parce que vous extrapolez à la logique de la vérité. C'est ça que je suis ici. Est-ce que vous pouvez un seul instant imaginer, un temps soit peu imaginer que dans une formation sanitaire qui est devenue une référence en Afrique centrale, comme l'hôpital central, je puis vous dire que les humeurs des patients, vous les connaissez. Moi, je fréquente le milieu hospitalier. Les humeurs des patients, lorsqu'ils ont des cas, il faut avoir du cœur. Alors, le déroulé fait ici par le géniteur ne relève pas de ce qui se passe à l'hôpital central. Où on vous raconte que on est sorti, on est allé à la maison. Je puis vous dire que en rentrant à la maison, c'est quand la situation dégénère qu'on rappelle l'hôpital. C'est ça qui s'est passé. Bon, maintenant on va passer, on va laisser tout ce qui a été dit, que je m'inscris en faux sur ce plateau parce que on dit, les photos dont on va présenter ici, ce sont les photos lorsqu'on poignarde le garçon. Mais maintenant, quand la situation se complique au niveau de la cage ventricule, où des opérations sont exigées, vous savez que tout ce qui... première chose, le couteau, il a l'air d'être empoisonné parce que je ne l'ai pas examiné, donc je ne peux pas confirmer que c'était empoisonné. Mais nous savons ces couteaux, sont généralement souillés. Et donc, lorsqu'ils sortent donc de l'hôpital, et ce qui n'est pas dit ici, c'est que l'infirmière n'a pas forcé la sortie, étant entendu que les 15 000, elle ne les a perçus, elle ne les a pas perçus, séance tenante. Pour dire, comme j'ai aperçu de l'argent, je vous fais partie. Et que le docteur, je ne puisse pas penser que, raisonnablement, le médecin-chef, le médecin qui suit le patient, interne le patient, et l'infirmière prend sur elle. Vous imaginez la gravité, la gravité de cet acte. Le médecin qui est responsable de la vie d'un patient vous interne dans un centre hospitalier. Son subalterne vient vous dire, moi je vais vous aider. D'où sortait l'aide? Il faut se poser toutes ces questions. L'aide venait du fait que la famille était démunie. La famille n'avait pas assez de moyens pour supporter. C'est ça le fond. Je voudrais parler, les gens ont parlé beaucoup de temps, j'ai suivi. Allez-y, allez-y. Alors je voudrais, par rapport à tout ce qui était dit, vous démontrer comment il y a des incohérences dans ce déroulé. C'est parce que j'avais déjà compris ça. Alors je dis donc que je suis en train de vous dire que c'est archi faux de dire sur un plateau de télévision, de soutenir que le médecin, il a dit que le médecin a dit que l'enfant doit être interné et que c'est l'infirmière. Mais maintenant, la famille doit s'obstiner parce qu'il s'agit de la santé de votre fils. Ça veut dire que il y a complicité entre qui? Entre la famille et l'infirmière. D'après les propos du géniteur qui est éprouvé. Je l'ai suivi sur ce plateau. Et personne ne viendrait démentir cela. Que vous ne pouvez pas, le médecin, je vous dis, suivez et restez à l'hôpital 2 jours.
et par derrière, l'infirmière vous... mais vous allez, si cela arrive, vous référez à la hiérarchie. Étant entendu que j'ai suivi beaucoup de choses monter et descendre, la lettre, monsieur le maire a parlé de manque de communication. Je suis d'accord, de par les investigations, que il y a eu un problème dans la communication. Parce que peut-être d'aucuns vont penser que je vais dédouaner le directeur. Non. J'ai quand même vu des dispositions être prises lorsque des situations d'urgence surviennent dans cet hôpital. Moi qui fréquente généralement ce centre hospitalier, je dis à chaque fois si on est en concertation dans le cadre de nos investigations journalistes et qu'un coup de fil retentit faisant l'objet d'une situation d'urgence, j'ai vu ce directeur s'élever aussitôt de son fauteuil pour aller résoudre. Ambroise Médard Manga, vous allez me permettre d'introduire les autres panélistes parce que c'est une question de temps. On devait normalement donner assez de temps au père du regretté Aïssi pour qu'il déroule justement ce qui s'est passé. Et maintenant, à vous de disséquer cette actualité. Jean-Baptiste, justement, on parle de 2 opérations. Et tout à l'heure, Ambroise Médard Manga disait savoir combien de fois à l'hôpital central, quand il s'agit d'une situation d'urgence, on prend toutes les dispositions qui s'imposent. Mais comment comprendre qu'on est venu 2 jours plus tard, la situation se dégrade pendant que le malade était déjà à la maison et on revient avec le malade pour passer à une autre opération. Comment est-ce qu'on peut faire entendre cela? C'est là où j'ai invoqué le problème de communication. Nous qui ne sommes pas médecins, nous ne pouvons pas avoir d'avis sur le problème purement médical. La famille n'est pas compétente pour juger l'opportunité ou pas d'opérer, mais la famille doit être informée de l'évolution de la situation médicale du patient. C'est même une obligation pour que, parce que c'est la famille qui assiste, qui investit pour sauver l'enfant, donc la famille doit être informée, surtout que la famille était présente. Le problème de fond, ce n'est pas de tenter de justifier ou de disséquer, parce qu'il y a des enquêtes. On ne peut pas se substituer à ces enquêtes, soit judiciaires, soit administratives. Le problème est d'essayer, c'est pour ça que c'est sur la table, d'essayer d'améliorer les choses. Pour ce qui est des dysfonctionnements, tous nos services publics les connaissent, et surtout au niveau de l'hôpital. Moi, je suis président, depuis que je suis élu maire, du comité de gestion de l'hôpital de district d'Ongoumou, qui va passer sous la compétence du conseil régional. J'ai observé dès mon arrivée beaucoup de dysfonctionnements. On essaie par contre d'améliorer. Et j'imagine donc un grand hôpital comme l'hôpital central, qui a beaucoup de services, qui a du personnel plus ou moins dévoué. Il peut aussi avoir des zones d'incompétence. Tout ça est possible. Donc le problème, c'est d'améliorer et de faire en sorte que ce type de drame ne se reproduise pas. Ce n'est pas que mon expérience à l'hôpital de district, donc c'est aussi mon expérience de citoyen. J'ai de la famille qui est souvent prise en charge, des membres de la famille, et on n'a pas besoin d'être médecin pour découvrir, en tout cas diagnostiquer un dysfonctionnement, une mauvaise prise en charge. Par exemple. Donc ça arrive. Voilà. Et le problème, c'est de savoir comment résoudre ça. Et autre problème structurel. L'hôpital peut avoir des procédures. L'établissement hospitalier peut avoir des procédures. Mais il faut se resituer effectivement dans le contexte économique qui est le nôtre. C'est-à-dire que les familles démunies, quand il y a une situation accidentelle comme celle-là, peuvent ne pas avoir les moyens de répondre à ces protocoles, à ces urgences. Aussitôt. Donc, régulièrement, vous arrivez dans des urgences. Le ministre de la Santé, les autorités essaient d'y remédier. Mais je suis déjà arrivé une fois avec... nous avions été accidentés il y a quelque temps. Je trouvais révoltant qu'un enfant accidenté par un taxi, qu'il reste couché 3-4 heures
à l'entrée d'un établissement financier parce que la famille est diminuée et qu'on appelle les cousins, les tantes, les oncles pour les premières prises en charge. Vous voulez parler d'un établissement hospitalier? Oui, et parce que tout simplement cette famille, là sur place à 19h, n'a pas les moyens de payer les examens qui sont pourtant nécessaires pour qu'on sache de quoi, comment aborder les choses. Donc, ce sont des situations économiques qui aggravent même ces problèmes et qui poussent parfois le corps médical même à chercher des voies de contournement et des solutions. Et tout à l'heure, Sarah nous rappelait le nombre de milliards alloués pour ce genre de cas. Non, le problème il n'y a pas assez de milliards pour ça. Le problème, c'est de trouver des formes de mutualisation, ne serait-ce que minimale, pour que il y ait un minimum de prise en charge. Vous savez, toutes les études le montrent, si vous introduisez toutes les populations diminuées au Cameroun dans un système de mutualisation qui sera en réalité payé, parce qu'il faut bien que quelqu'un le paye, qui sera payé par 10% des populations actives qui ont les moyens, vous verrez que c'est insupportable. Donc, c'est des choses qu'il faudrait faire étape par étape, mais je crois que la couverture maladie universelle est en voie d'intronisation. Mais ça, c'est un autre problème. Mais la situation économique fait que certaines familles, effectivement, sont obligés de se débrouiller en quelque sorte avec le personnel médical et que beaucoup d'incidents et d'accidents arrivent, des accouchements difficiles, je vois au niveau de ma commune des jeunes dames qui vont accoucher dans des établissements de quartier et où ça peut déraper et décèdent et tout ça. Donc on subit ces drames-là, mais je crois que il faudrait, à mon avis, que à chaque niveau, surtout au niveau des hôpitaux, quelle que soit la situation, et là c'est ce que moi je pense qui n'a pas fonctionné, c'est d'abord la communication pour rechercher des solutions. La communication pour dire voilà, parce que même quand quelqu'un n'est pas médecin et qu'on a un membre de la famille qui est touché, c'est bien de savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler. Et dès qu'on entre dans une zone où il n'y a pas de communication, la famille se retrouve devant un fait et ne comprend pas parce que on est entré, l'enfant marchait et à la sortie, on ne comprend pas comment ça c'est devenu un cas aussi grave. Et donc là, il y a un problème d'information et de communication. Alors, on va aller au téléphone prendre les réactions des Camerounais et même du reste des téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde entier sur le sujet Bonsoir Info TV du 10 au 19 que l'enfant décède. Lui, le père, en aucun moment, il s'est rendu à l'hôpital. Pourquoi? Et le monsieur qui avait poignardé son fils et où aujourd'hui c'est Yves Saint-Laurent, on doit qui s'interroge aujourd'hui aussi. Bonsoir à tous sur le plateau. Bonsoir, s'il vous plaît. Faites-nous voir les photos en question. Elles sont, je vais dire, d'une qualité pas acceptable pour vous les montrer. Ce sont des images choquantes. Voilà pourquoi on n'a pas voulu les montrer aujourd'hui. Vous avez peur de quoi? Ils sont complices. Merci. Je vous en prie, ce que je vais vous demander de faire, c'est de vous abstenir de m'appeler, parce que là, c'est exclusivement les messages que nous recevons. Moi, en tant que citoyen camerounais, je demande la transparence dans cette affaire et que justice soit faite. Cette histoire de trafic des organes humains prend de l'ampleur à l'hôpital central de Yaoundé. Vraiment que justice soit faite. Un message envoyé par un téléspectateur qui n'a pas pensé signer son mot. Bonsoir, ce monsieur en veste bleue est sadique. Comment défendre les criminels? Il déforme les propos de ce monsieur. C'est Antoine depuis Yaoundé. C'est naturellement Ambroise Médard qui est en bleu. Bonsoir à tous sur le plateau. Vraiment déplorable ce qui se passe à l'hôpital central de Yaoundé, que les responsabilités soient établies. Et le monsieur en veste est un sadique. N'est-il pas humain devant tous les faits décrits par le géniteur? Il faut exploiter ce monsieur car il cherche à protéger ses amis aussi. Merci. Bonsoir à tous sur le plateau. Sans saluer votre leader de presse. Bon. On est, Ambroise Médard est exempté de salutations de ce téléspectateur. C'est pour réagir à la réaction de ce leader de presse et dire qu'il est un vampire. Il doit nous dire combien il a été payé et aussi dire maintenant avec exactitude
qu'il fait partie de ceux-là qui font des rites sataniques. Quelle image il montre pour sa presse. Il diminue vraiment la certitude de ces bouts de papier qu'il appelle presse, parce que son intervention nous montre qu'il peut seulement raconter du mensonge dans leurs informations et lui rappeler que qui tue par l'épée périra par l'épée. Bonsoir à vous. Bonsoir et ainsi. Bonsoir Monsieur Manga Médard. Les Camerounais souffrent. Vous défendez l'indéfendable. Que le secteur fonctionne bien à l'hôpital central de Yaoundé. La transaction d'argent par OM et Momo on peut peut-être avoir le nom de celle ou de celui qui reçoit. Monsieur Manga, voilà, la suite là n'est pas totalement bien. Bonsoir à vous, Jean-René Fangono, et à tout le reste. Quelle horreur d'un film de Dracula. À écouter le monsieur qui a perdu son fils. Cet hôpital serait-il devenu le lieu de la boucherie humaine? Vraiment, cet Ambroise serait-il devenu l'avocatron de Jacques I? Éventreur, quel cynisme et violence dans sa mythomanie à détruire la vérité. C'est Massoc Thomas qui est l'auteur de cette réaction. Bonsoir à tous sur le plateau. Bonsoir au père du défunt. Le groupe La Météo vous adresse ses condoléances. Monsieur Médard Manga, je ne sais pas si on vous a payé pour venir raconter les énormités devant un plateau de télévision. Je ne sais pas si vous avez déjà perdu un être cher. Un être cher, vous envoyez un message et vous continuez à vouloir envoyer un autre à la fois. Alors, où en était-on? Si vous avez déjà, voilà, Monsieur Manga, je ne sais pas si on vous a payé pour venir raconter des énormités devant un plateau de télévision. Je ne sais pas si vous avez déjà perdu un être cher. Le père voulait juste qu'on lui explique ce qui était arrivé à son fils. Pourquoi on a habillé le cadavre en l'absence des parents du défunt. Je préfère que Médard Manga ne prenne plus la parole. C'est Rochelle depuis un fou. Bonsoir à vous, très cher Rochelle Oyana. Bonsoir à tous sur le plateau. J'ai comme l'impression que le monsieur en costume bleu est un blagueur quand il dit que si on vous demande une somme de 20 000, c'est bien faux. Moi, j'ai perdu sans suite, ici même à l'hôpital général de Yaoundé pour faire le scanner de la tête où j'avais une somme de 30 000 alors qu'il me fallait 90 000 francs. Bonsoir à vous tous sur le plateau. Monsieur le modérateur dit aux représentants du MRC, non, le RMC n'est pas ici, que ce n'est pas leur jour. Monsieur Manga est-il l'avocat de cet hôpital? Traiter un géniteur du défunt de se tromper, lui qui est au parfum de cette actualité. Cet invité est un... La suite, vous pouvez imaginer. Bonsoir à vous tous sur le plateau. Combien d'argent vous avez reçu, Monsieur Manga, pour construire au mieux, contredire le géniteur du disparu? Un homme de votre âge aurait raison gardée face à cette situation. Bonsoir à tous sur le plateau, bravo pour cette émission, mais c'est désolant pour Monsieur Manga qu'il arrête de servir le diable. Il vaut mieux que ça soit des condoléances à la famille. C'est Caroline. Bonsoir à vous, très chère Caroline. Bonsoir à tous sur le plateau. Vraiment, mon cher Efang, on revoyait votre casting. C'est très nauséabond de ce que Médard Manga raconte là. Son attitude est celle d'un chargé de mission qu'il mange bien pour le moment, mais qu'il sache que l'huile du gombo lui salira à travers la gorge et calera aussi. Venir défendre une immortalité à Mondovision relève de la pure sorcellerie. C'est Axel depuis Dakar en bas. Bonsoir à vous, très cher Axel. Bonsoir à tous. Chose sûre, tu seras nommé grâce à ce faux que tu fais aujourd'hui. C'est le père là demain. Voilà, merci. On peut d'abord s'arrêter à ce niveau parce qu'il y a une pluie de messages qui nous parviennent. C'est vrai que nous rencontrons des difficultés, pour ce qui est du canal WhatsApp depuis le début de cette émission. Maintenant,
pas Sarah, mais très cher Innocent, c'est vrai que je sais que vous avez du mal à vous exprimer, mais c'est quand même une réalité que vous-même vous avez vécue. Il y a quelqu'un qui nous a posé la question dans les premiers messages, vous étiez à la maison ou alors vous étiez très éloigné de la situation. Cela n'est pas un problème, mais maintenant, qu'est-ce qu'on vous a dit? Parce que bien que toute l'information ne soit révélée, on vous aurait quand même dit quelque chose sur peut-être les plaies qui sont ajoutées sur le corps de votre défunt fils. Puisque je n'ai jamais eu d'explication par rapport aux plaies, aucun médecin ou aucun responsable de l'hôpital central n'a jamais rapproché la famille jusqu'à nos jours. Oui. Personne. Jusqu'à nos jours, personne n'a pu rencontrer la famille partant de l'hôpital central, ou médecin, ou responsable, ou quiconque que ce soit. Tout ce que j'ai réussi chez moi, c'était le ministre de la Santé. Un point de trait. Oui. En ce qui concerne tous les responsables de l'hôpital central, personne ne m'a rencontré jusqu'à nos jours. N'a même cherché à me rencontrer. Même parlons de l'affaire de l'appel d'un médecin légiste pour l'autopsie. Non, pour l'autopsie, c'est le commissaire Nkomo Vendor qui m'appelle à 18h54 minutes. Vendredi, je crois bien, c'était vendredi. En me disant, venez tout de suite à l'hôpital central assister à l'autopsie. Mais je lui ai dit, il paraît que vous m'avez rassuré que vous allez me notifier 72 heures avant de la date d'autopsie. Comment vous pouvez m'appeler à 18h qu'il vient assister? C'est quel genre d'autopsie à cette heure-là? Et qui va s'occuper de ma protection? Il ne m'a pas répondu. Il m'a dit, on revenait à toi, papa, jusqu'aujourd'hui. Mais malheureusement, aujourd'hui, ils m'ont convoqué depuis hier d'aller au commissariat central où on m'a notifié la date d'autopsie qui aura lieu le 8, vendredi. Vendredi prochain. Oui, oui. Parce qu'il était question que je dois amener... Initialement, c'était prévu pour quand? Ce n'était... À mon niveau, ça n'avait jamais eu lieu. Et ils ont préparé leur date d'autopsie là-bas sans avertir la famille. Oh oui. La famille n'a jamais été au courant de la date d'autopsie. C'est pour cela que j'ai décidé qu'il ne me présentait pas. Et le procureur a compris mes doléances. Il a été obligé de renvoyer l'autopsie. Puisqu'il savait très bien qu'ils m'ont rassuré qu'ils vont me notifier 72 heures avant. C'est ce qui a été fait. Sarah, alors, on a cette situation pour l'autopsie qui devrait normalement nous faire connaître la vérité sur le corps d'Aïssi, Hilaire, mais aujourd'hui cette phase est renvoyée sans toutefois prendre la vie du père ou bien de la famille. On a dit, bon, on va faire l'autopsie, on programme l'autopsie tel jour, et il a appelé nuitamment. C'est pourquoi il s'est dit, c'est pas évident, d'autant plus certainement habitant un quartier dangereux comme la plupart des Yaoundés, et il ne pouvait pas se présenter. Voici que l'autopsie est renvoyée. Ça peut renvoyer à quoi justement quand on a cette situation? Ça renvoie tout simplement, M. Fangona, au problème de la déshumanisation du service public qu'il y a en général au Cameroun. Il faut revenir à l'humain. Il faut mettre l'humain au centre des préoccupations dans nos services publics et à l'hôpital central de Yaoundé. Lorsque les patients arrivent, comment est-ce qu'ils sont pris en charge? Je reviens là-dessus parce que l'État du Cameroun, avec d'autres États de la CEMAC et même de la CEAC, ont ratifié la déclaration d'Abuja, qui stipule que chaque année, le budget de la santé doit être prélevé d'au moins 15%. À ce jour, il est à 7% uniquement. Je reviens toujours sur ces chiffres pour dire que il y a des ressources minimales qui peuvent être mises à contribution pour accompagner les patients et les gardes malades. Lorsque le papa du défunt relate les faits, on se rend compte qu'il y a cette négligence qui est poursuivie. Maintenant que l'autopsie est prévue pour le 8, on espère, en tout cas on appelle cela de tous nos voeux, que le médecin légiste pourra apporter la lumière sur cette affaire. Et je pense qu'à ce stade-ci, pour que la famille ait un minimum de réparation, il est important que l'autopsie se fasse déjà et que nous fassions
quand même des propositions pour que ce genre de cas ne se produise plus à l'avenir. Hier, c'était le compatriote Haïti, demain, ce sera au tour de qui? C'est pour ça que nous, par exemple, nous proposons qu'il y ait l'assurance maladie pour tous obligatoire. Nous proposons par exemple qu'il y ait une loi qui soit adoptée pour revenir sur le code de santé. Et le ministre de la Santé, Manaouda, l'année dernière, en mai 2020, vous m'arrêtez si je me trompe, avait déclaré qu'il y a un projet de loi dans ce sens qui est en train d'être élaboré et être structuré. Sauf qu'à ce stade, nous n'avons plus eu de nouvelles. Alors que voilà des propositions, des activités qui peuvent contribuer à éradiquer le phénomène de trafic d'organes, si trafic d'organes il y a eu. Donc voilà, il faut s'appesantir sur les solutions à ce stade pour que les familles aient au moins une once de réparation. Merci. Ambroise Médard-Manga, je vais vous passer la parole tout à l'heure, mais j'ai cette information qui nous parvient. Il s'agit là de la disparition d'une fillette qui s'appelle Ange Gabrielle Sarah. Son papa se prénommerait Serge et sa maman, Alice, elle fréquente à l'école bilingue Mantouan. Elle dit qu'elle venait chercher son frère Chou. Le téléphone de celle qui l'a ramené à la maison de la télévision, c'est le 699 16 35 62. Vous avez la jeune gamine à l'image. La photo vient d'être prise justement ici à la maison de la télévision Info TV. Et la fille se trouve actuellement à la brigade des Foulanes. Si vous connaissez notamment la petite Ange Gabrielle Sarah, tenez informer ses parents. Et si peut-être par hasard vous connaissez Serge ou Alice, faites pareil parce que la fille est du côté de la brigade des Foulanes à nos proximités. Elle est donc portée disparue. C'est aussi ça le travail d'Info Télévision, la chaîne de proximité pour le vivre ensemble. Ange Gabrielle Sarah, c'est elle en image. Merci déjà pour la réalisation. Ambroise Médard-Manga, ce problème semble encore beaucoup plus profond quand on suit ce que dit Innocent. C'est que jusqu'à présent, c'est comme si on a joué à la rétention de l'information. C'est notamment qu'il a appelé pendant qu'il attendait à ce que cela soit fait le jour, et après on a trouvé bon de renvoyer l'autopsie au 8 prochain, quand ici et même toute l'opinion nationale n'attend que la vérité derrière l'affaire Haïti-Hilaire. Est-ce que vous pouvez croire à ce que le géniteur dit sur le plateau? Je ne suis pas là pour croire à ce que disent les gens. Alors, ce qui se passe, c'est que une parenthèse sur le communiqué de lui tout à l'heure. Les parents Serge et Alice, ce sont les noms pour vous montrer à quel point les Camerounais ne savent plus se fier à la... C'est-à-dire ne savent plus ce qui est important. Ici, les Camerounais aiment le matu vu, l'extravagance. L'autopsie. Est-ce que vous pouvez imaginer que le procureur, l'autopsie qui doit se faire en présence des parties, surtout la famille, le procureur part de son bureau, le commissaire central part de son bureau. Ils sont véhiculés en président. Permettez, l'autopsie, on programme l'autopsie, le procureur part de son bureau pour l'hôpital central. Oui. Le commissaire part de son bureau pour l'hôpital central. Et c'est la famille qui n'est pas informée. S'il le dit, il est mal intentionné. Je dis que la famille a fait l'autopsie, c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a des choses qui sont dites sur le plateau et que vous prenez à la légère. Moi, je m'en contrebalance du public. Parce que c'est la rue. C'est grave. Non, je dis c'est la rue. Puisque vous savez ce qui est sur les réseaux sociaux. C'est ça que les gens aiment. C'est dire la vérité qui est en face de vous, les gens refusent. Cette vérité, nous voulons la voir. La vérité, c'est qu'il avoue qu'à 18h, à 18h40 passé, il a reçu un coup de fil de l'autorité sécuritaire lui demandant de se présenter à l'hôpital central. Alors, au lieu de demander qu'on lui envoie un véhicule pour la sécurité, parce qu'il a évoqué la sécurité quand même, c'est de son droit de demander par rapport à tout ce qui se passe. Il peut y avoir un piège tendu en route, c'est tout à fait normal. Je corrobore sur ce qui est juste. Il a le droit d'être
en sécurité face à cette situation pour ne pas brouiller les pistes. Alors, il a opposé une fin de non-recevoir. Et c'est pour cela que nous sommes encore en train de tergiverser. Monsieur l'opinion publique, puis est-ce que vous pouvez imaginer qu'un procureur de la République se déporte pour l'hôpital central sans que les principales les personnes concernées ne soient pas au courant? Le commissaire appelé le chef de famille étant à l'hôpital central. Ça, c'est une opération qui a été programmée. Je ne puis pas penser raisonnablement et objectivement que le procureur se déporte à l'hôpital central, le commissaire se déporte, le médecin légiste qui n'est pas de l'hôpital central. La commission est formée de plusieurs médecins d'hôpital général et autres hôpital central. Parce que cette affaire, d'après le directeur de l'hôpital central, le professeur Pierre-Joseph Fouda, doit être gérée de manière impartiale. La vérité doit être... L'impartialité, mesdames Manga, je vous en prie. Dans cette impartialité, c'est un comité de combien de personnes? On vous a dit c'est combien de personnes? Il y a le procureur. S'il vous plaît, monsieur Bruno, oui. Pour vous amener à comprendre tout ce que ce monsieur raconte, c'est du mensonge. Il faut lire ce que monsieur le procureur écrit à la famille. Monsieur le maire, passez-moi ce document. C'est un peu de lire. Apparemment, Innocent ne voudrait même pas que vous touchiez à ce document, Ambroise Médard Manga. Essayer de peur lire. de certainement faire disparaître celui-ci. Il faut lire ça aux antennes. Ok, on va essayer d'aller un peu plus vite. Le 4 octobre 2021, le commissaire central numéro 1 de la ville de Yaoundé, à la famille Meng Ngono Soteri, objet communication de la date d'autopsie des restes de la dépouille de Sieur Aïssi Meng Hiler. Par la présente, je vous informe que l'autopsie de feu Aïssi Meng Hiler, membre de votre famille, qui avait préalablement été prévue le 1er octobre 2021 à 18h, a été renvoyée au 8 octobre 2021. Cette mesure a été prise afin de satisfaire à vos exigences, notamment celle de commettre un médecin spécialiste qui représenterait votre famille et attesterait de l'impartialité, de la justesse des résultats du travail du collège des médecins légistes requis pour effectuer la dite autopsie. Par ailleurs, il me semble important de vous informer que celle-ci sera effectuée par un collège de 3 spécialistes de l'art qui non seulement ne travaillent pas à l'hôpital central de Yaoundé, mais aussi ne relèvent pas du même hôpital. Ainsi, le professeur Ngekoum Blaise, on peut lire le nom? Oui, bien sûr. C'est public. Le professeur Kengum Blaise travaille au centre hospitalier et universitaire de Yaoundé, CHU. Le professeur Sando Zakari travaille à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngoussa Yaoundé. Le docteur Nseme Eric travaille à la faculté de médecine des sciences biomédicales de Yaoundé. À ce collège de praticiens neutres, vous pouvez joindre un spécialiste de votre choix. Toutefois, vous êtes prié de nous en communiquer le nom au plus tard le 7 octobre 2021. Nous serons jeudi à 12h afin que nous puissions effectuer les diligences administratives nécessaires. Par ailleurs, le procureur du tribunal de grande instance du Mfundi a donné une suite favorable à votre doléance d'assister à l'autopsie tout en précisant qu'un seul membre de votre famille sera admis. Vous voudriez bien, dans le même esprit et pour les mêmes fins, nous en communiquer l'identité avant le 7 octobre 2021 à 12h à toute fin utile, comme nous sommes en train de lire aussi. Le commissaire central numéro 1, Medou Thierry. Voilà. Oui, j'avais la parole sur... Monsieur Bruno, j'avais la parole vous sur... allez reprendre votre parole. J'ai pas répondu. J'ai posé la question. Voilà, monsieur Bruno, la vérité. Ça veut dire le procureur de la République lui-même reconnaît qu'ils n'ont pas respecté les délais qui devaient me notifier la date de l'autopsie. Et il reconnaît encore que on ne peut pas m'appeler à 18h pour aller assister à une autopsie. Là où on m'a rassuré qu'on devait me notifier 72 heures avant. Et à 18h, vous m'appelez pour trouver ce spécialiste ou ce médecin qui doit représenter la famille ou quand vous m'appelez à 18h que vient assister à l'autopsie. Par exemple. Premièrement, n'est-ce pas? Quel contenu? Deuxièmement,
tout ce que ce monsieur raconte, il est vraiment belle. Tous ces téléspectateurs ont vraiment raison que peut-être il a perçu quelque chose ou on l'a envoyé venir raconter des histoires sur le plateau. Ça n'engage que lui. Mais moi, je sais que tout ce que je déclare ici est la vérité de ce problème et tout ce qui s'est passé. C'est ça que je vous ai raconté. Le communiqué que vous venez de lire, peut-être que les gens ont la compréhension difficile du français. C'est ce que j'ai déduit. Vous n'allez pas traiter... Non, je dis peut-être. J'ai dit peut-être. C'est pas une affirmation. Monsieur le présentateur, c'est pas une affirmation. J'ai dit peut-être. Parce que dans le communiqué, permettez, le géniteur dit sur ce plateau qu'on l'a appelé à 18 h. Il n'a jamais présenté d'autres obstacles qu'il a rencontrés. C'est sûr, en lisant le communiqué, on essaie de comprendre qu'il a posé les conditions préalables. C'est ce qu'il ne dit pas sur le plateau. Les préalables qu'il a posés, il ne l'a jamais dit sur ce plateau tout à l'heure. C'est le communiqué qui dit, vous avez dit que vous devez aussi avoir votre part de personnel médical qui est neutre. C'est ce que le communiqué vient nous éclairer. Mais sur le plateau, il a dit qu'on l'a appelé et qu'il ne pouvait pas venir. Mais moi, je peux vous dire que si l'autopsie est retardée à l'heure où nous sommes, c'est parce que la famille a refusé de se représenter. Il faut aussi comprendre ça, merci Ambroise Médard Manga, quand on le dit aux Camerounais, il faut aussi comprendre que nous avons d'abord été face à une incapacité de fournir 20 000 francs parce que notre garçon était mourant. Mais maintenant, aller faire appel à un spécialiste, à un médecin spécialiste, comme on dit, passez-moi l'expression, là, il faut comprendre que la famille aussi, ce n'était pas évident. Parce que la première convocation pour l'autopsie, l'appel arrive à 18 h passées. Quelle magie peut-on faire quand on est membre de la famille d'Haïti? Bon, ce sont des faits, des faits peut-être. Je ne veux pas faire un procès d'intention ni juger la procédure qui a été reportée, mais je pense que la famille a des droits et le procureur l'a bien compris. Donc cette famille, pour être sûr que tout se fera dans la sincérité, l'objectivité, a besoin d'abord d'être représentée, mais aussi comme elle ne connaît pas techniquement, elle ne peut pas. Il suffit pas que quelqu'un non médecin y soit. Elle a besoin d'avoir aussi un spécialiste qui confirme ce que les trois experts vont diagnostiquer. Donc, c'est un droit de la famille et le procureur est obligé, est tenu de respecter ce droit et donc a bien fait d'offrir à la famille cette possibilité de suivre de près avec un expert désigné par eux pour que la vérité on puisse avancer dans l'établissement de la vérité. Je crois que c'est le plus important, c'est cette vérité. Alors, c'est bien le travail que vous faites d'en débattre parce que c'est un problème qui peut survenir, qui survient souvent. Mais il faudrait que l'opinion publique sache aussi que derrière ce travail de vérité, il y a une famille qui est endeuillée, ça c'est vrai qu'il faut assister, le ministre de la Santé l'a fait, mais il faut surtout trouver des solutions pour que ensemble ce type de situation ne se reproduise pas. Et c'est pour ça que quand on parle de communication, ça doit, je crois que dans la plupart des cas ça se passe bien, parce qu'il ne faut pas non plus penser que l'hôpital central soigne des milliers de patients tous les jours. Il y a sûrement des médecins, moi j'ai des patients, des gens qui ont été sauvés là-bas, qui ont été bien reçus. Dans la plupart des hôpitaux du Cameroun, on soigne, parce que de toute façon les Camerounais n'ont pas de choix et doivent se soigner dans ces hôpitaux. Il est question d'améliorer ce cadre-là. Et c'est l'objectif du gouvernement, c'est l'objectif des élus locaux que nous sommes, avec nos petits centres de santé de proximité. Quand ça ne marche pas, il faut trouver des solutions. Je suis arrivé à la tête de l'hôpital de Ngoumou. Ça ne marchait pas, c'était une pourriture.
écrit au ministre de la Santé, j'ai demandé même, et là, il faut reconnaître que certains membres de ce corps médical poussent le bouchon trop loin. J'ai trouvé un directeur qui était absent, mais vraiment, où tout le monde, toutes les populations, parce que quand vous avez 1000 plaintes qui viennent, ça veut dire qu'il y a un problème, et heureusement, on a obtenu sa mutation. En tout cas, on nous a envoyé un autre directeur et tout de suite on a senti la différence, c'est-à-dire que les gens viennent à nouveau à l'hôpital. Donc ça peut arriver qu'il y ait effectivement ces problèmes-là, il faut les aborder avec l'objectif d'améliorer les choses. La vérité va arriver. Bon, il faut surtout aussi éviter d'amplifier les préjugés, trafic d'organes, rites, tout ça. Bon, moi je n'ai jamais, je ne remets pas en cause ces éventualités, mais il y a un problème, un fait. Il y a un enfant, un jeune homme qui est décédé, qui a été poignardé. Je ne sais même pas si l'auteur du crime est lui-même enfermé, parce que ça part de là. Bon, maintenant, la mauvaise prise en charge éventuelle, qu'on définisse et qu'on dise qu'est-ce qui s'est passé. Le problème des organes, même de façon générale, au Cameroun, je crois qu'il faut aussi s'y pencher, parce qu'à force d'en parler, on a l'impression qu'on est dans une zone d'ombre que la législation à l'heure actuelle ne permet pas de régler. Si nous avons vraiment la technologie et des médecins qui peuvent faire des transplantations d'organes, il faut créer légalement une banque d'organes, définir les moyens légaux pour les prélèvements de ces organes, ce qui se fait dans tous les pays modernes, parce que la médecine moderne sauve des vies avec la transplantation des organes, mais ce n'est pas des organes arrachés ou faits. Donc, beaucoup de Camerounais vivent ici au Cameroun avec des organes transplantés en Europe, des reins, des cœurs, parce que là-bas, il y a une législation qui permet de prélever quand quelqu'un décède. Ce décès peut sauver d'autres vies, peut améliorer la vie d'autres citoyens. Oui, Jean-Baptiste, ça c'est un autre débat. On comprend que vous êtes le président du conseil d'administration d'un hôpital, et ça se comprend, ça peut même se vérifier. Mais maintenant, restons dans les faits avec ce patient qui nous a malheureusement quitté, qui est rentré à l'hôpital avec 2 blessures ou 2 plaies, prenez ce que vous voulez. Ce qui reste à vérifier. Comme le disait tout à l'heure, et le martelait tout à l'heure, le père du défunt, mais après, il a des mutilations sur les côtes et même au niveau de la cuisse. Qu'est-ce qu'on recherchait à ce niveau? Mais ça, nous ne pouvons pas commenter tout ça ici. Je pense que l'autopsie va dire exactement quelle blessure l'y a conduit, qu'est-ce qui a pu nécessiter, parce que qu'est-ce qui a pu imposer la nécessité d'une opération chirurgicale, une première, une deuxième. C'est un médecin de dire concrètement. Mais visiblement, ce qui n'est pas bien dans la procédure, c'est que la famille n'en sache rien. Et que quelles que soient les nécessités médicales, la famille doit être informée sur toute décision médicale prise sur le patient et sur l'état de la santé de l'enfant au fur et à mesure. Un patient qui rentre à l'hôpital avec deux blessures, et après ce sont les parties, d'autres parties qui sont visiblement touchées. Qu'est-ce qu'on recherchait? Est-ce qu'il avait une puce quelque part qu'on devait... C'est là même la grosse interrogation. Et honnêtement, moi je pense que il faut s'appuyer sur la famille qui est ici représentée par le père du défunt. Honnêtement, je ne vois pas qui mieux que lui peut éclairer l'opinion publique sur cette affaire. Il aurait été peut-être souhaitable que l'hôpital central de Yaoundé envoie également un représentant sur ce plateau. On a vainement tenté d'avoir quelqu'un de l'hôpital. Voilà, donc c'est inexplicable. Maintenant que nous sommes sur ce plateau, nous devons de prendre en considération les propos qui sont tenus ici par par Monsieur Innocent, qui est le père du défunt. D'accord. Donc, il faut insister sur la prévention et sur la prise en charge des patients. Je reviens là-dessus parce que c'est le cœur, c'est le nœud du débat. Parce que lorsque les patients ne sont pas pris en charge, la probabilité
pour que ces errements, ces malheurs arrivent est encore plus élevé. Oui. Or, lorsqu'ils sont effectivement accompagnés, on minimise et pourquoi pas on éradique même tout ce qu'il y a autour du trafic d'organes. D'accord, il faut l'avouer que le sujet... C'est une présomption, un trafic d'organes. Peut-être dans ce cas précis, c'est parce que l'opinion glisse très rapidement d'un problème médical qui peut ne pas avoir de lien avec le trafic. Il y a déjà une acception généralisée sur le trafic d'organes au Cameroun. Peut-être sur ce cas, ce n'est pas encore avéré. Mais on ne peut pas dire que le trafic d'organes n'existe pas. Donc c'est une opportunité pour parler de ce cas. Puisque dans la formation, c'est ça, oui. Et dans la formation des médecins, il y a ce qu'on appelle l'éthique ou encore la bioéthique. Il faudrait qu'on revienne là-dessus pour rappeler à tous ces personnels-là que, attention, la vie humaine, elle est sacrée. Quelqu'un ne peut pas rentrer dans un hôpital et ressortir avec des organes en moins, qu'il soit vivant ou mort. Donc voilà. Si cela est avéré. Voilà, nous sommes en train de vérifier en place Médard Manga. Voilà pourquoi vous êtes là. Voilà pourquoi on a fait appel à Ange ainsi que à Innocent qui est le père du défunt, sans oublier Jean-Baptiste. Je voudrais avouer que le temps passe vite sans que je m'en rende compte parce qu'il me reste à peine 20 minutes. Et l'autre thématique, vous pouvez le comprendre, mesdames et messieurs, c'est pour demain. Nous allons terminer nos dernières minutes avec le même sujet. Permettez-moi de lire aussi quelques messages parce que sont-ils nombreux qui nous ont écrit depuis la première phase de lecture des messages. Bonsoir, je suis très touché d'entendre les propos malveillants venant d'un parent qui n'a pas de remords au sujet du décès de l'enfant. Ce monsieur, ne l'invitez plus sur votre plateau. Je ne sais pas de qui vous parlez en ce moment-là, parce qu'ils sont tous parents, ceux qui sont sur ma table. Bonsoir, sur le plateau, monsieur Manga tente de défendre un sujet qu'il ne maîtrise pas. Bonsoir à vous sur le plateau. Le monsieur qui veut défendre le corps médical ne connaît rien du milieu hospitalier, alors il est mieux pour lui de se taire au lieu de dire des bêtises. Passez-moi l'expression, je lis ce que je vois. Il a un béga depuis Libreville au Gabon. Voilà. Bonsoir à tous sur le plateau. Ce type en veste bleue là n'est plus humain. Bonsoir à tous sur le plateau. Pourquoi le père du jeune garçon n'était-il pas à l'hôpital au moment où son fils a été interné? On a comme l'impression qu'il raconte ce qu'on lui a aussi raconté. Bonsoir à tous sur le plateau. Monsieur en veste bleue et sadique, pourquoi défend-il les criminels quand c'est l'affaire des autres? On joue les intelligences. Si c'était son affaire ou son fils, il devait même réveiller ses ancêtres. Ça alors. Bonsoir à tous sur le plateau. Pour moi, il n'y a pas la justice au Cameroun, c'est de trop dans les hôpitaux. Les enquêtes n'aboutissent jamais. Vous ignorez quoi? Tout ça, c'est du déjà vu. C'est Armand depuis Bolova. Bonsoir à tous sur le plateau. Merci pour le travail. Condoléances à monsieur Medjo. Jean Bruno, envoyez-nous ce médard sur la route des Bolova. Comme deux Kribi, il verra Isco des Bolova. Il y sera parce que c'est un journaliste d'investigation. Il va aussi venir regarder. Et nous menons le combat pour que le ministre des Travaux puisse accélérer les travaux. Il faut le Bonsoir, l'hôpital central a toujours ces problèmes d'organes et du sang infecté. C'est Fabrice depuis Akonolinga. Monsieur Manga n'est pas digne d'un père de famille. Il a les allures d'un sectaire. Bonsoir à tous sur le plateau. Courage au père d'Aïssi. Dieu nous donnera le verdict de cette situation. Je suggère que le père cherche un médecin légiste. C'est aussi ça. Bonsoir à tous sur le plateau. Le monsieur en bleu est-il un père d'enfant avec ce comportement? Florence de Douala s'interroge. Bonsoir à tous sur le plateau. Monsieur Manga, arrêtez ça. Vous déformez les propos du défunt et expliquez donc la présence de nombreuses plaies. C'est Leslie des Bolova. J'ai posé le problème et la question aussi, on n'a pas pu donner une réponse adéquate. Bonsoir le panel. Monsieur Manga a investigué juste pour contredire le père. Honte à vous. Bonsoir à vous sur le plateau. C'est lui en costume bleu que la prochaine fois, ce sont ces organes qui passeront. C'est Marguerite qui prédit déjà la disparition des organes de quelqu'un. Bonsoir à vous, chassez rapidement le monsieur en veste bleue sur le plateau. C'est pas un être humain, c'est plus un vampire. Il fait dans la sorcellerie. C'est Guy depuis Bétaré Oya. Bonsoir à vous, très cher Guy. Bonsoir le panel, s'il vous plaît. Puis-je avoir le numéro de Madame Sarah?
Je ne sais pas pourquoi. Elle vous donnera son avis tout à l'heure. Bonsoir à vous, mon père. Arrêtez de tout justifier. Tapez-moi le père qui parle pour rien là et qui est en bleu. Bonsoir la famille. Le monsieur en veste n'a pas suivi le récit du père. Le premier docteur a fait les radios et a déclaré que l'enfant n'était pas en danger, mais des jours après on a opéré. C'est fait à Yaoundé. Voilà, on va poser une question simple. Pardon. Pour ceux qui le connaissent, ils savent que je ne suis pas totalement à moi. Je voudrais poser une question relative à l'équipe. Oui, c'est justement parce que vous aviez la parole que je reviens et j'ai posé la question tout à l'heure. On a délégué toute une commission avec les membres. Ambroise Médard Manga, le partage, pour vous, il est équitable? Au départ de la mise en place d'une commission, oui, je vous ai dit que c'était les médecins qui ne venaient pas de l'hôpital central. Choisi par qui? Le procureur de la République désigne. C'est le procureur qui diligente cette affaire. Ce n'est plus du ressort de l'hôpital central qui est indexé. Oui. C'est l'hôpital qui commet les médecins qui doivent opérer. Et cependant, la famille qui a ce droit de revendiquer son droit a, compte tenu des complicités, compte tenu peut-être des interprétations qui peuvent aller dans un seul sens, oui, la famille doit avoir une personne de confiance qui sait aussi qui connaît le langage du milieu, le langage médical, pour ne pas être dupé. Parce que je peux vous dire que, je vous l'ai dit sur ce plateau, que le professeur Joseph-Pierre Fouret, qui est le directeur de cet hôpital central, était monsieur responsable, était monsieur qui prend soin de la vie humaine. Monsieur le maire vient de le dire. Vous ne savez pas le flux des malades que l'hôpital central reçoit. Vous ne savez pas le merci que les patients disent à l'hôpital central après avoir été soignés. Aujourd'hui, nous avons un cas, et c'est pour cela que je dis la justice, l'autopsie nous dira la vérité. J'ai voulu vous dire quelque chose sur... il y a eu trop de choses là, et le communiqué qu'on a lu, quand on vous dit que... voilà, l'idée me vient. Lorsque vous mettez un corps à la morgue, ce que le géniteur a raconté ici, c'est autre chose. Peut-être qu'il n'a jamais mis un corps à la morgue. Moi, j'en ai déjà mis plusieurs. Vous ne pouvez... Vous partez, votre enfant meurt sur le lit de l'hôpital. Le brancard arrive à l'hôpital central. C'est le brancard qui vient porter le mort. Et vous êtes avec le corps dans la chambre. Vous avez la latitude de comprendre, de faire ce que j'ai vu dans le cercueil là. Ils étaient dans la chambre avec le mort. Vous parlez de quel moment? Au moment où il décède sur le lit d'hôpital. La famille est là, les bandes sont là. C'est à partir de ça. Vous prenez le corps. J'entends des balivernes sur ce plateau pour dire qu'on a défendu, qu'on habille le corps. Je vais vous dire comment ça se passe. Vous partez, quand vous voulez faire la levée de corps, vous partez laisser les habits et le cercueil la veille. Les morguiers font le travail. Vous revenez demain, on dit lever 11 h. Vous venez trouver votre mort habillé dans le cercueil. On appelle famille suivante. Le babillard est là. Les noms sont là. Vous êtes à 9 h, vous êtes à 10 h, vous êtes à 14 h. D'où viennent-ils? La famille peut aussi demander d'aller habiller son corps, mais je vous dis, faites le tour des morgues. J'ai enterré mon grand frère. Vous voulez refuser? Je refuse ce que le parent dit qu'on a refusé. On est monté. La question est simple. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres plaies ajoutées à celle-ci? Je dis le mensonge et au niveau on dit... Permettez, je réponds à cette question. Voilà. Le mensonge c'est au niveau où on dit qu'on a refusé d'habiller le corps. Le corps, avant de partir pour la morgue, pour l'habillement, était sur le lit de l'hôpital avec les bandes. La famille aurait eu ici de tout son droit
de débander et pour voir la situation. Vous pouvez le faire. Je dis que vous pouvez le faire. Oui, c'est de leur droit, c'est du droit de la famille. Le corps a donc été porté par les membres de la famille. Allez le mettre à la mort. Vous savez qu'il y a des conditions à remplir pour mettre un corps à la mort. Il y a le responsable qui doit venir faire la levée. Il y a l'indice que vous mettez, vous devez signer, vous remplissez un bordereau. Ce n'est pas les beignets qu'on va en bordure de route, on va prendre des papiers et on vous emballe. Ça ne pas des inerties qui sont dites sur le plateau. Vous dites que les gens aiment le plateau. Bonsoir le panel, félicitations pour la thématique de l'émission de ce soir. Cependant, le monsieur en veste bleue est comme le Cameroun tordu. L'hôpital central est une honte pour l'environnement médical au Cameroun. C'est Pierre de Douala qui nous écrit. J'ai posé cette question. Lui, il pense que vous aurez dû, je sais pas si c'est déballer ou... Oui, monsieur Bruno. Oui. C'est-à-dire, ce monsieur, tu comprends que peut-être c'est lui qui ne comprend rien. Au départ, j'ai dit, il y avait question que la dame, l'infirmière, a dit, vous auriez un problème de 20 000 francs pour l'hospitalisation de 2 jours. Vous êtes donc libre de commencer à chercher ces 20 000 francs. C'est ça que j'ai sorti de ma bouche. Et c'est pour cela que les enfants rentrent au quartier pour compléter les 15 000 qu'ils avaient à 20 000 francs. C'est ça qui est sorti de 5 000 francs. Oui, pour compléter. C'est ça qui était... qui est sorti de ma bouche. Il a déformé déjà. Alors que vous étiez là, vous tous, vous avez bien suivi ce que j'ai dit. Deuxièmement, il me dit, c'est la famille qui a porté le corps d'Aïs Mengue. Il est pour amener à la mort. Ce qui est vrai ou faux? Très faux. Ce sont les, on les appelle, ou infirmiers, ou quoi, de l'hôpital central qui ont porté le corps sur un brancard et amené à la mort. Est-ce que vous me comprenez très bien? Très bien. Oui. C'est le corps médical qui a porté ce corps du lit jusqu'à la mort sur un brancard. Un membre de la famille n'a jamais touché à ce corps jusqu'à la mort. Donc tout ce qui déforme là, en tout cas c'est lui seul qui sait. Qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il attend et qu'est-ce qu'il veut même dire. En tout cas moi je suis très poli de ma part. Je suis venu ici pour vous donner des explications du décès de mon fils. Et vous le dites si bien parce qu'il y a... Et non pour bagarrer contre un inconnu que sait d'où il sort. Justement, j'allais vous le rappeler, que nous ne sommes pas ici pour bagarrer. On cherchait juste à voir ce qui doit être dit et ce qui doit être compris. Je prends ce message. Bonsoir le plateau. Dites au père du défunt qu'il est trop tolérant. Moi, à la place du père du défunt, c'est le coup de poing que je vais allumer au monsieur en veste bleue. On finit là, sur votre plateau, qu'il ne prenne même plus la parole. Merci. Merci. Mais c'est quand même pour ça qu'on a invité Ambroise Médard Manga, parce que journaliste d'investigation. Bonsoir à tous sur le plateau. Vraiment, de grâce, monsieur le journaliste, épargnez-nous des invités indigestes comme Manga. Ce doit être un inhumain, ou alors il n'a pas d'enfant, c'est un diable tout fait. Dans tous les cas, courage à la famille du défunt de Frédéric. C'est Frédéric de Messassi qui nous a écrit. Nous sommes malheureusement à quelques minutes seulement de la fin de cette émission et je suis pratiquement à 200 messages non lus. Le temps pour moi aussi de donner la parole à ceux qui sont sur ce plateau, notamment Jean-Baptiste ainsi qu'Ange Sarah. La situation reste telle qu'on la connaît déjà, en attendant justement l'issue ou alors l'aboutissement de l'enquête. Mais jusqu'ici, il y a quand même des signes. Vous avez dit que celui-ci peut être un cas à part, mais d'autant plus si on a commencé à parler, c'est parce que ça pourrait exister, cette affaire de trafic d'organes. Effectivement, l'hôpital central de Yaoundé est comme une sorte d'écho par rapport à ce problème, ce phénomène de trafic d'organes. Et comme je le disais précédemment, lorsque le ministre de la Santé parlait de l'élaboration et de la structuration d'un projet de loi sur la transplantation des organes, on s'attendait justement à ce que la transplantation des organes ou les greffes soient encadrées du point de vue formel, du point de vue légal. Nous attendons toujours jusqu'à ce jour. Or, lorsque le problème est mis sur cette table, comme vous le faites, ça veut dire que le gouvernement doit en prendre la graine. Je le dis, je suis sérieuse, il doit en prendre la graine parce que ce problème doit être mis au goût du jour. C'est de manière officielle, de manière sérieuse. Sinon, on va se retrouver dans un autre bourbier.
comme celui de la corruption au Cameroun, comme celui de la fraude électorale, par exemple. Il faut que ce soit pris. On a commencé à avec décrier, personne n'a pris ça au sérieux, et voilà pourquoi ça a pris du volume. C'est ça, et c'est pour ça que je suis... c'est bien que la famille soit ici représentée pour justement nous éclairer sur ce problème. Nous devons prendre garde de le négliger, sinon on va se retrouver dans d'autres... je ne sais même pas comment qualifier, dans d'autres pétrins, dans d'autres gouffres où on ne saura plus comment sortir. D'accord. Jean-Baptiste, parce que nous sommes en train de sortir justement alors, de ce plateau. On a évoqué rapidement le problème des organes parce que tout le monde en parle, le trafic d'organes. Ah oui. Alors, c'est une réalité mondiale. Et il y a une mondialisation de ce trafic parce que c'est une technologie qui existe déjà. Mais pour ce cas précis, il n'en est pas encore question. Il faut attendre l'expertise, dise exactement de quoi il s'agit. Donc, il ne faut pas aller trop vite. Mais le problème de notre système de santé, c'est que là, les transplantations, c'est déjà une médecine de pointe. Moi, l'hôpital de Ngoumou n'a pas cette possibilité de transplanter. On veut soigner du paludisme, on veut soigner. Alors, donc, ce sont des dysfonctionnements terre à terre qu'il faut régler. Et depuis que j'ai été élu maire, je suis effectivement devenu morguier aussi. J'apprends des choses que je n'ai jamais imaginées. Il y a aussi souvent de tels dysfonctionnements. Par moment, ça arrive au niveau de la justice. Mais le but, c'est d'améliorer, que ça n'arrive plus. Merci. Et je crois que Médard, il est peut-être un peu trop non-conformiste. J'ai eu le courage du père qui accepte de venir discuter de ça ici. Ça nous met même nous-mêmes un peu mal à l'aise parce que c'est difficile ça suscite beaucoup d'émotions et de l'opinion publique et donc par moment aussi ça peut empêcher de lire, de voir les choses froidement. Peut-être faut pas être trop froid pour qu'on ne paraisse pas inhumain. Mais on veut la vérité. Je pense que si on veut la vérité, à partir de l'autopsie, on aura une part de vérité déjà dite par les experts pour qu'on sache exactement de quoi il s'agit. Mais en tout état de cause, on ne peut que souhaiter beaucoup de courage au père et à la famille endeuillée parce que il s'agit d'une vie, une jeune vie qui a été interrompue. À cet âge-là, c'est pour ça aussi que vous savez, quand il y a ce type de situation, il y a beaucoup d'émotions et beaucoup donc il faut comprendre la famille. Je vous dis parce que je vis souvent de telles situations au niveau des petits hôpitaux comme les nôtres aussi, où effectivement l'incompréhension, la douleur et un certain nombre de dysfonctionnements qui peuvent être réels peuvent pousser la famille à la révolte et il faut que l'État les accompagne, et comme le ministre de la Santé, et aller au moins dire un mot d'apaisement. C'est une très bonne initiative. Merci. Pour qu'ils sachent que l'État n'est pas là pour créer pour soulager des douleurs plutôt. On va poursuivre notre émission avec ces quelques 8 minutes qu'on nous a ajoutées. La réalisation me le fait comprendre. Ça nous donne aussi le temps de dire qu'Info TV est là pour ce travail. Et ce travail qui est, ma foi, bien abattu parce que je me dois de le dire. Tout simplement, il y a quelques instants, je lisais le SOS portant disparition de la petite Ange Gabrielle Sarah. Et tout de suite, ses parents ayant suivi le communiqué passé à Info TV sont venus récupérer la jeune demoiselle qui aujourd'hui et maintenant même se retrouve entre les mains de Serge et Alice, ses propres parents. C'est vrai que Médard Manga n'a pas voulu parler de Serge et d'Alice. Ce sont en tout cas les noms qu'on nous a donnés. Voilà. La suite de notre émission, c'est avec ces quelques messages parce que ils sont très nombreux. C'est des téléspectateurs qui nous ont écrit pour le sujet. Salut le plateau, j'ai suivi votre émission de 10h et monsieur Mdiondongo
tout ce qu'il vous raconte, rien n'a changé de ses propos. Et s'il vous plaît, le sieur en costume bleu, attention, nous voulons la vérité. Alors, si tu as été payé pour venir caqueter comme un perroquet, laisse-nous tranquille. C'est Didier depuis Obala qui nous écrit. Bonsoir à tous sur le plateau. Monsieur Manga a des enfants ou a-t-il déjà perdu un proche? C'est signé Monsieur Ndjok qui s'interroge. Bonsoir à tous sur le plateau. Monsieur Manga est-il un parent? Si oui, qu'il sache qu'aujourd'hui c'est cette famille. Demain, ça sera lui qu'il commence à protéger l'hôpital. Il verra. Merci. Bonsoir à tous sur le plateau. Ce monsieur en bleu doit cesser de choquer le papa du défunt et savoir qu'il est un homme et c'est un problème similaire. Il peut lui arriver aussi. C'est Nana Jack depuis Ngoumou. Bonsoir à tous sur le plateau. Dans votre plateau, je regrette la présence de Monsieur Manga, que je respecte beaucoup et dont j'ai perdu l'estime journalistique corrompue et qui a perdu le nord vis-à-vis de la famille endeuillée pour avoir certainement perçu de l'argent. François depuis Ekounou. Certainement vous connaissez Ambroise Médard Manga. Bonsoir à tous sur le plateau. Manga ne te montre pas menteur devant tous les milliers de Camerounais qui suivent très bien l'intervention du directeur et l'exigence de spécialistes membres de la famille a été exigée par le directeur Junior Nord Touboro. Bonsoir le plateau. Quand je regarde Monsieur Manga, il fait pitié. Bonsoir à tous sur le plateau, c'est qui? Bonsoir Bruno, dites à ce monsieur que l'argent que le professeur Fouda va lui donner, qu'il le prenne par Orange Money ou Mobile Money, parce que s'il le prend physiquement dans le domicile de monsieur Fouda, tout le quartier l'attend et que cet argent ne finisse point. Vous avez compris, hein, mesdames, vous êtes avisés. C'est ça le Cameroun. Bonsoir le plateau, pour moi, il n'y a pas la justice au Cameroun, c'est du trop dans les hôpitaux. Je suis surpris que monsieur le maire n'avoue pas le trafic d'organes ce soir. Vous êtes tous au courant de ça, apparemment, vous savez comment ça se passe, monsieur le maire. Bonsoir à tous sur le plateau. Franchement, cette histoire fait peur et s'ajoute à la liste des faits qui nous empêchent de faire confiance à nos hôpitaux. Moi, particulièrement, j'évite les hôpitaux actuellement. Ambroise Médard Manga. Oui, il faudrait commencer à dire un certain nombre de choses aux Camerounais. C'est que il faudrait que chaque citoyen camerounais commence à maîtriser ses droits et devoirs vis-à-vis de la République. C'est le premier, c'est la première chose à être maîtrisée par un citoyen si on voudrait que les choses aillent bien. Vous avez suivi tous ces messages. Je ne voudrais pas les traiter des messages de la rue parce que la plupart ne maîtrisent pas leurs droits. Tous ceux qui ont écrit. Oui. Ça ne m'ébranle pas parce que nous sommes ici pour dire ce qui s'est passé de manière cohérente par rapport à ce qui est dit tout autour, de par la famille et de nos investigations. Je ne parle des investigations journalistiques. Ceux qui disent que j'ai perçu de l'argent, j'ai payé mon transport pour arriver ici, parce que j'ai reçu des personnes, j'ai investigué pour comprendre un peu. Je viens de prendre un cas. Quand on voici un président du comité de gestion de l'hôpital, lorsque vous partez garder encore mon jeune frère est décédé sur la table de l'hôpital, en présence des membres de la famille, et les brancards ont porté le corps en présence des membres de la famille jusqu'à la décharge. À ce moment, ce qu'ils ont fait, je voudrais dire le cirque. Non, je voudrais vous dire le cirque. Regardez ce qui s'est passé. Oui. Ils ont porté le cercueil de la morgue pour la direction. La famille aurait pu faire ça lorsque elle s'est obstinée. Elle s'est engagée. Elle a demandé de comprendre clair sur ce qui est les mutilations qui ont été faites sur le corps. Oui. Avant de mettre, ils pouvaient même dire qu'on ne met pas le corps à la morgue si, par rapport à ce qu'ils ont fait, la résistance de la famille serait en train de commencer, devrait commencer à... Bonsoir le plateau, le type en veste bleue parle de mal. Il n'a pas une famille, il mérite une punition. C'est pas ça, c'est ce que les Camerounais aiment. C'est ce que les Camerounais aiment, Jean-Bruno. Abdou. Les Camerounais aiment la rue aujourd'hui. Au Cameroun, c'est ça. Bonsoir, l'intervention de M. Manga peut être parmi les gens qui font ça. Marcel depuis Dizangué.
Voilà, bonsoir à tous sur le plateau. À vous, bonsoir à vous. Le Cameroun est le pays le plus corrompu au monde. Donc, j'ai tout dit et vous avez tout compris. Bonsoir à tous sur le plateau. Très belle émission, Jean Bruno. Et courage à la famille. Si le DP a pris son pot de vin, qu'il reste tranquille. Dieu vous voit, le DP et le DG de l'hôpital central de Yaoundé. Bonsoir à tous sur le plateau. Le monsieur en bleu est un vampire. C'est peut-être la 4e fois qu'on dit ça. Bonsoir à vous. Monsieur Manga doit quitter ce plateau. Il sait depuis soir. Il va quitter tout à l'heure. Nous sommes en train de partir aussi. Bonsoir le panel. Monsieur Manga a investigué juste pour contredire le père. Manga, honte à toi. On ne peut pas vous qualifier. Tu risques de jeter l'argent comme Judas. Bonsoir à vous tous sur le plateau. Je me demande pourquoi le père de l'enfant ne donne pas un coup de poing au monsieur en veste bleue à Djidjan depuis Douala. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont là. Bonsoir à tous sur le plateau. Le père en veste bleue oh là là. Bonsoir à tous sur le plateau. Loufa et Larios, vous demandez que où va le Cameroun? Voilà où va le Cameroun. Bonsoir à tous sur le plateau. Que le géniteur sollicite les services du professeur Baebek pour l'autopsie. Bonsoir à tous sur le plateau. Chasser ce monsieur en veste bleue, c'est un vrai sorcier de ce pays. Bonsoir à tous sur le plateau. Voilà, le seul reproche qu'on peut faire à l'hôpital central, c'est l'absence d'une fiche de consentement écrit des familles et des patients avant les interventions chirurgicales, ce qui mériterait d'éclairer les familles sur les actes chirurgicaux à réaliser sur un patient. Merci, c'est le Bahamas qui nous écrit. Il a certainement déjà envoyé un autre message que je n'ai pas vu. Salut sur le plateau, le monsieur en veste bleue est sûr qu'il est avec son frère. Voilà, je ne comprends pas la suite de ce message. Que de messages, on va véritablement pas pouvoir les lire tout ça, parce qu'il y a le journal du 20h qui s'annonce que le monsieur avec la veste bleue ferme son cabinet. Qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Bonsoir à tous sur le plateau. Les auteurs de cet acte inhumain doivent être punis conformément à la loi. Pedro depuis Marois. On va prendre ce dernier message. Voilà. Bonsoir à vous. Dites à celui en costume bleu que la prochaine fois, ce sont ses organes qui passeront. Sincères condoléances aussi au père du défunt. C'est Marguerite qui nous a écrit toutes nos excuses à l'endroit de nos différents milliers de téléspectateurs qui nous ont écrit, notamment par WhatsApp, parce que jusqu'à présent WhatsApp n'a pas pu s'ouvrir, problème de connexion. On prendra cela pour sujet à débattre dans la réalité des Camerounais concernant la téléphonie mobile un jour. Aujourd'hui, nous étions en train de parler du problème affaire d'organes du côté de l'hôpital central de Yaoundé. Affaire à suivre, notamment parce qu'on dit que l'autopsie est renvoyée pour vendredi prochain. Certainement. Mais vous qualifiez déjà ça d'affaire d'organes. Vous allez justement beaucoup plus vite. C'est ça. C'est l'information. C'est pas le rien n'a dédouané ce message. Non, c'est les faits. Il faut attendre que l'autopsie soit réalisée. Voilà. C'est pas affaire d'organes. C'est pas de la rumeur par la première information que nous avons parlé c'est pas l'information, la première rumeur d'organes. Monsieur, qu'est-ce que vous entendez? C'est la première rumeur. Non, mais en termes de journaliste, vous devez dire à la limite, il y a une suspicion, mais attendez. Affaire à suivre. Attendez l'autopsie pour intituler ça affaire d'organes. Voilà, donc il faut attendre. C'est ce que nous avons reçu. Ambroise Médard Manga, merci d'être passé ce soir. Oui, je suis. C'est dans l'investigation de cette affaire. Oui, je suis. Je participerai à l'autopsie et on se retrouvera sur ce. Merci à vous, très cher Innocent Joe Ndongo, d'être passé ce soir pour nous porter. Surtout beaucoup de courage à la famille et beaucoup de tempérament, parce que ce qui est fait, mais merci, il faut que la vérité soit. Merci à vous, très cher Ange Sarah, pour votre monsieur, présence et participation à cette émission. Merci, monsieur Jean Bruno. Toutes mes condoléances encore à monsieur Innocent.
Cette affaire du disparu Haïti est symptomatique de la décrépitude de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Merci. On va en parler pour les prochaines productions de ce programme, Le Grand Soir. Merci à Martin Kenfak, à Ben Valls ainsi qu'à toute l'équipe technique. Merci également à la direction générale d'Info TV, mesdames et messieurs. Le Grand Soir se retire juste d'ici quelques 6 minutes. Attendez de recevoir l'équipe du Grand Journal de votre télévision. À demain à partir de 18h, pile poil. Bonsoir.